Je n'apprends pas de mes erreurs. Je vais donc retenter une expérience qui s'est révélée être un fiasco total la dernière fois et je vais lire de nouveau un livre dont je ne sais rien. Si vous êtes arrivé récemment sur cette chaîne, vous ne saurez peut-être pas que l'année dernière, il y a à peu près un an d'ailleurs, il me semble que ce vlog date du mois d'août, j'ai posté une vidéo vlog donc dans laquelle je découvrais un livre sans rien en savoir. À la base, c'était parti un peu d'une petite blague ou d'une expérience rigolote qui ne sortait pas de nulle part puisque le livre porte le même nom que ma chaîne YouTube. Je l'avais découvert par hasard sur internet et je m'étais dit oh bah viens on le lit. Et j'avais poussé un petit peu plus loin le truc en me disant bah viens on le lit, et on ne lit même pas le résumé, on ne lit rien. Et il venait de sortir donc j'en avais pas du tout entendu parler. Et je retente cette année l'expérience, encore une fois avec un livre en VO, puisque bah, je suis forcément moins exposée aux sorties en anglais et donc aux avis en anglais, puisque je regarde assez peu de chaînes anglophones. Et donc j'aime bien faire ça avec des livres en VO, puisque je suis beaucoup moins exposée à ces titres et que donc bah, j'en ai pas du tout entendu parler. Et cette fois-ci, nous allons lire... Oh, il est beau! The Cherry Robbers de Sarai Walker. Je ne sais rien donc de ce livre, si ce n'est ce qui est écrit ici, qui m'apprend qu'apparemment ça va être un genre de roman gothique. Ça je ne l'avais pas vu en l'achetant parce que bah, sur la photo la couverture était toute petite et j'ai vraiment rien lu. Et en bas il y a écrit que c'est plutôt un roman coming of age, un roman d'apprentissage. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Eh bien pour des raisons évidentes. Il est très tape à l'œil, ce jaune presque fluo a vraiment voilà, attiré mon regard, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis j'aime beaucoup ce titre, The Cherry Robbers, qui me paraît très mystérieux, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas qui me donne envie d'en savoir plus. Et cette illustration avec un fusil et une branche de cerisier en fleurs, je sais pas, ça m'a vraiment bien tenté. Ça faisait quelques mois qu'il me trottait dans la tête de refaire une vidéo expérience de ce genre et je me suis dit quand j'ai vu ce livre que ce serait certainement le candidat parfait. Regardez, même sous la jaquette, je l'ai pris en relié, c'est rose. Rose et jaune pétard. On adore, on adore. J'espère que cette fois-ci on va éviter la débâcle de l'année dernière et en guise de prévention, si on peut appeler ça comme ça, j'avais quand même fait de toutes petites recherches sur l'autrice parce que je voulais savoir un minimum où je mettais les pieds, même si en général quand on tape le nom d'un auteur ou d'une autrice dans Google, c'est rare que les premières choses qui apparaissent soient des choses éventuellement problématiques, parce que vraiment l'année dernière j'ai vraiment été outrée du livre que j'ai lu. Et après coup, quand j'ai lu des interviews aussi de l'autrice, je m'étais dit que ah ouais, c'est chaud. Et ici, tout ce que je sais sur Sarai Walker, c'est qu'elle a écrit un autre roman, Dietland, qui a été publié, enfin traduit donc dans plus d'une douzaine de pays et qui a été adapté en série apparemment. Visiblement c'est une autrice qui a à cœur de parler de féminisme, de body image et de grossophobie. Je sais pas si vous entendez, il y a un chat qui hurle. Enfin, il hurle pas, vous inquiétez pas, il va très bien, c'est son miaulement habituel, je l'entends tout le temps. Mais j'espère que vous l'entendez pas. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Voilà, je suis très curieuse de découvrir ce titre, rien que ce qui est écrit sur la couverture entre le côté gothique et le côté roman d'apprentissage, ça me tente énormément, j'espère vraiment que ça va être une réussite. Et puisque je ne sais rien de ce livre et que je ne peux donc pas vous en faire un résumé et que je n'ai donc plus rien à dire, eh bien je vous propose qu'on commence à lire, c'est parti.
Ok, donc déjà les premières pages, c'est une certaine Sylvia qui raconte qu'une certaine Lola lui a ramené un petit carnet de son voyage à San Francisco l'année précédente. Et là, au bout de quelques paragraphes, je comprends que Sylvia et Lola sont en couple, you know me. Une petite relation saphique, ça fait toujours plaisir. Oh, je suis floue. Par contre, je ne sais pas qui sont ces femmes, puisque au tout début, on a l'arbre généalogique de la famille Chappell, et il n'y a ni Lola ni Sylvia dans cet arbre généalogique, donc pour l'instant, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, je comprends que nous avons un couple, voilà, formé de ces deux femmes, et rien que ça, j'aime bien. Il m'en faut peu, oui. Ah, les standards sont très bas hein, depuis l'année dernière, je tiens à le préciser. Non, c'est faux, les standards ne sont pas bas, mais je pense que ce sera forcément mieux que l'année dernière, car c'est difficile de faire pire. Page 5, je vous donne vraiment mes premières impressions dès le tout début. Cette fameuse Sylvia est donc une artiste, et apparemment une artiste très connue. Et ce petit carnet que lui offre Lola, il était plastifié et elle pensait que c'était un carnet à croquis, un carnet à dessin. Et en fait, quand Sylvia l'ouvre, en l'absence d'ailleurs de Lola, elle se rend compte que en fait c'est un journal, il y a des lignes, c'est pas fait pour dessiner. Et au début elle est un peu déçue, elle se dit oh je n'en aurai jamais l'utilité puisque moi je n'écris pas, c'est pas du tout mon truc, je suis une artiste qui dessine. Et je vais mettre ce petit journal dans un coin et j'espère que Lola n'en parlera plus jamais parce que je ne vais jamais l'utiliser. Sylvia est donc une artiste connue mais qui apparemment est très ne veut pas du tout parler de sa vie privée et donc elle explique qu'elle n'a jamais voulu laisser spécialement de traces, en tout cas pas sur elle-même, sur l'aspect intime de sa vie. Mais on comprend que finalement elle va être obligée un jour d'écrire dans ce journal. Et elle dit « Never suspecting that one day I would need to write in it with a sense of urgency ». J'imagine qu'il va donc se passer quelque chose de très important, peut-être même de grave, qui va faire qu'elle va être obligée de prendre la plume et d'écrire quoi, je ne sais pas. Bref, pour l'instant le début me plaît bien et puis je vous retrouverai peut-être un petit peu plus loin quand même, sinon ce vlog va durer beaucoup trop longtemps. Page 11, je pense qu'on a notre intrigue. De ce que je comprends, cette Sylvia, et donc sa compagne Lola aussi je pense, est en fait une femme âgée, chose que je n'avais pas réalisée au tout début, et elle reçoit une lettre d'une fervente admiratrice qui lui dit qu'elle a discuté avec quelqu'un, une dame âgée elle aussi, qui apparemment connaîtrait un secret sur notre Sylvia. Et on apprend que selon les dires de cette femme, Sylvia serait en réalité un membre de la famille Chappell, dont on a l'arbre généalogique au tout début. Et en effet, comme on peut le voir, les Chappell, là c'est les parents et là c'est les enfants. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filles. Et donc cette personne dit que Sylvia a un secret, qu'elle est en réalité Iris Chappell, une descendante une héritière de la fortune des armes à feu Chappell. Et qu'apparemment ils ont une histoire familiale tragique puisque Sylvia alias Iris s'est enfuie quand elle avait 20 ans dans les années 50 et là l'histoire se passe en 2017, donc bien âgée quand même la dame hein. Et apparemment toutes ses sœurs seraient décédées avant qu'elle-même ne s'enfuit. Bref voilà, un petit mystère sur l'identité de cette femme qui nous raconte son histoire pour le moment. Est-ce qu'elle est vraiment Iris? Je pense que oui. Qu'est-il arrivé à sa famille? Ça expliquerait aussi pourquoi elle est si secrète, pourquoi elle ne veut pas sortir de chez elle, pourquoi elle ne veut pas que, en tant que personne, on sache des choses sur sa vie privée et qu'elle privilégie uniquement son art. Tout ça m'intrigue beaucoup.
Petit update à 2 jours de lecture pour vous dire que je kiffe. Je kiffe. 2 jours de lecture par contre, au cours desquels j'ai lu 88 pages. Je suis extrêmement lente à lire ce livre. Il faut dire que le rythme lui-même est assez lent. Et que c'est assez contemplatif et assez descriptif. Et en même temps, c'est très atmosphérique. Et je suis vraiment complètement happée par cette ambiance et par ces personnages et par les lieux qui nous sont décrits. Mais c'est vrai que, je sais pas si ça se voit, c'est pas écrit si petit que ça, mais les pages sont bien remplies. Et pour tout vous dire, je trouvais que je lisais tellement lentement que je me suis dit, vas-y, par curiosité, je vais me chronométrer, genre voir combien de temps je mets pour lire une double page comme ça. Vous allez dire que je suis vraiment tarée, que je pousse le vice très très loin, mais comme on n'a pas la notion du temps quand on lit, en tout cas c'est pas mon cas, j'arrivais vraiment pas à savoir combien de temps je mettais sur une page. Et sachez qu'il me faut pas loin de 5 minutes pour lire une double page. Voilà, ceci explique cela. Mais à 88 pages, en tout cas, je peux vous dire que pour l'instant, je passe un très bon moment, que je pense beaucoup à ma lecture, même quand je suis pas dedans, parce que comme je vous disais, je suis un petit peu agrippée par cette ambiance, par ces personnages, par ce mystère qui plane sur la famille Chapel. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui va se passer. Là on a donc Sylvia alias Iris qui nous raconte l'histoire de sa famille et on revient à l'été 1950, là où tout a commencé. Je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai plus avancé, mais voilà, je voulais juste faire un petit point pour dire que je kiffe. Le seul petit truc que j'aurais à redire pour le moment, c'est que je trouve que la façon dont Sylvia a été amenée à nous raconter son passé qu'elle a caché toute sa vie, qu'elle a essayé d'enfouir et d'oublier, et vraiment auquel elle ne voulait plus penser, je trouve que la façon dont elle y revient est un petit peu bateau, en mode elle reçoit un courrier d'une meuf qu'elle a jamais vue de sa vie qui lui dit « Hey coucou, je pense que je connais un secret sur vous, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter ?» Et là tout à coup elle se met à écrire l'histoire de sa vie. Enfin bon, je trouve pas ça très, très réaliste. Après il y aura peut-être autre chose au cours du roman et peut-être que je vais comprendre pourquoi elle a fait ça exactement. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est un livre qui fait, il est pas très long, il fait 416 pages. Mais je mets beaucoup de temps à le lire. L'écriture est quand même assez fleurie, assez riche. C'est pas toujours une langue qui est très contemporaine. Et autant en français, comme c'est ma langue maternelle et que en plus de ça j'ai aucune difficulté, quelle qu'elle soit, à lire en français, forcément ça coule tout seul. Et en anglais, même quand c'est très très simple, même par exemple quand je lis, je sais pas, Taylor Jenkins Reid ou un jeunesse, même si c'est très facile et que je lis très facilement, je mets toujours un petit peu plus de temps forcément. Mais là, quand je suis devant un texte qui est un petit peu plus ardu, je prends vraiment mon temps. De toute façon, comme je vous le disais, je mets genre 5 minutes à lire 2 pages, c'est un petit peu long. Mais j'ai envie vraiment de m'absorber des mots et j'aime pas lire rapidement. Enfin, comme je vous disais, je lis rapidement quand je lis en français, mais ça n'empêche que je m'absorbe des mots, enfin presque malgré moi, parce que c'est facile. Et là, je dois faire un effort là, de concentration et ma lecture est vraiment active et demandeuse, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je lis lentement, mais en tout cas, ce n'est pas un indicateur de mon appréciation. Oh, c'est quoi ça? Ce n'est pas un indicateur de l'appréciation que j'ai de ma lecture, puisque j'aime beaucoup. Et regardez, j'ai un marque-page qui est exactement la même couleur, j'adore. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit... Ah non. Voilà, je pense qu'on se retrouvera dans quelques jours pour un petit point. But it was much more challenging than I thought it would be. And after a couple of hours of working intensely at my desk, it seemed that to do what Daphne had done so beautifully with her iris painting, one would need to have much more familiarity with female anatomy, the way a birdwatcher knows every inch of a kestrel or a water thrush. I didn't know how I could obtain that kind of
experience, and the thought of it bordered on indecent. I stuffed my sketch pad in the wardrobe, not wanting anyone to see it, and thought I might take a drive when I heard the front door open. To my surprise, I found Sally in the kitchen, scouring the cupboards. Vous l'avez vu, je suis passée à la version audio de mon livre pour essayer de le terminer le plus rapidement possible parce que je me suis traînée les 100 premières pages à lire comme ça pendant au moins 4 jours je pense. Et ensuite j'ai pris la décision de passer sur l'audio que j'avais déjà pris en fait, je m'en souvenais même pas, pour avancer un peu plus vite parce que pour un livre de 400 pages, ça m'embête un peu de rester indéfiniment dessus. Et au final, je l'ai terminé comme ça, sans avoir même eu l'occasion de prendre ma caméra pour vous faire des petits retours un peu point par point. Mais c'est pas grave parce que je vais revenir sur mes impressions au fil de ma lecture avant de clôturer ce vlog. Je me rends d'ailleurs compte que je vous ai donné mes impressions à quelques pages de ma lecture et qu'après je vous ai fait un petit point à 2 jours pour vous dire que j'apprécie beaucoup ce que j'étais en train de lire, mais qu'en fait je vous ai pas vraiment raconté le résumé, ce qui vous attend réellement si vous décidez de lire ce livre. Maintenant je vais référer à notre fameuse Sylvia en tant que Iris puisque c'est son identité première, c'est l'identité qu'elle a abandonnée quand elle avait 20 ans puisqu'elle s'est enfuie de l'endroit où elle avait vécu les 20 premières années de sa vie et au début on ne sait pas pourquoi. Je vous ai dit aussi que dès le début on apprend que toutes ses sœurs sont décédées, elles étaient 6 en tout. Donc elle a perdu ses 5 sœurs, on ne sait pas pourquoi non plus au début, et en fait tout le livre est bourré de foreshadowing où la narratrice qui écrit donc ses mémoires nous explique qu'il s'est passé ceci, mais on y reviendra plus tard, il s'est passé ceci et on y reviendra plus tard. Donc en fait, dès le début, on sait comment termine l'histoire puisque Sylvia, elle a 80 ans quand elle revient sur le début de sa vie et on sait que toute sa famille est décédée, on sait qu'elle s'est enfuie, mais au fur et à mesure des pages, on va comprendre pourquoi, comment. On revient donc pendant l'été 1950 lorsque Iris avait 13 ans. On est à Bellflower Village, c'est un petit patelin du Connecticut. Dans une immense maison victorienne, une immense propriété avec un immense jardin, une espèce de prairie limite, une forêt, des clairières, enfin c'est difficile limite à imaginer tellement c'est vaste. Et on suit donc cette famille Chapel qui sont des fabricants d'armes et leur niveau économique et social est donc comme vous l'imaginez extrêmement élevé. On est dans les années 50 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait fortune pendant la guerre justement. Et voilà, ce sont des gens fortunés, mais malgré tout, qui ne sont pas très branchés mondanité. C'est-à-dire que dans les années 50, la haute société de ce côté-là, de la côte Est, était surtout à New York et dans les villes. Et eux, voilà, ils habitent dans leur petit village, ils sont plutôt retirés. Ça ne change rien au fait qu'ils sont extrêmement riches et que les filles voilà, ont une enfance
plutôt privilégiée puisqu'elle ne manque de rien. Une famille extrêmement riche dans les années 50, sans tous les chichis du paraître et de la société mondaine et des grandes soirées et blablabla. La mère des filles donc est une femme qui est très étrange, qui est recluse, qui a l'air un petit peu maladive, que tout le monde considère un peu comme folle puisqu'elle dit entendre des fantômes, et là on a notre élément gothique un peu surnaturel qui entre en scène. C'est une femme très renfermée sur elle-même, très malheureuse et qui porte une espèce de malédiction mais qu'elle a brisée finalement puisque sa mère est décédée en lui donnant naissance. Sa grand-mère avant elle était décédée en donnant naissance à sa mère, etc. sur plusieurs générations. Et finalement, elle a eu 6 filles, toutes en parfaite santé. Elle est restée en vie, hein, comme vous pouvez le constater. Mais elle est hantée par cette espèce de malédiction, en tout cas de poids, d'héritage familial. En plus de ça, c'est une femme que son mariage a brisé, que sa vie de mère a brisé, puisque elle ne voulait pas du tout épouser son mari. Elle ne voulait pas spécialement avoir d'enfants, mais elle n'a pas vraiment eu le choix, c'était les années 30, bon bref. Elle a vraiment vécu son mariage et ses grossesses comme une perte de son identité, une perte de son individualité, et du coup ça en fait une épouse et une mère assez distante et assez, j'allais dire, peu aimante. Elle aime ses enfants, c'est pas la question, mais elles n'ont pas vraiment de relation. Belinda, c'est son prénom, dit qu'elle est hantée par les fantômes des personnes qui ont été tuées avec les armes Chapel. Ça vous rappellera peut-être quelque chose puisque pour ce personnage, l'autrice s'est inspirée de Sarah Winchester, la veuve de l'héritier des Winchester, de la carabine Winchester. Vous savez, c'est cette femme qui, en Californie, a commandité à la fin des années 1800 et jusqu'au début du XXe siècle, la construction d'une maison complètement labyrinthique, qui n'avait ni queue ni tête et qui était énorme, et dont la construction ne s'est jamais arrêtée pendant 38 ans. Et la légende raconte que Sarah Winchester a construit cette maison pour apaiser et peut-être pour perdre un peu les fantômes qui avaient été tués par la carabine Winchester, qui supposément l'a hantée. Je sais pas si cette phrase était très française, mais je pense que vous verrez de quoi je parle. Et donc ses parents ont donné naissance à 6 filles qui portent toutes des noms de fleurs, 6 jeunes femmes en parfaite santé, qui sont très proches et dont on le sait d'avance, le destin sera tragique. Alors j'ai pris des petites notes parce que il y a beaucoup de choses à dire de ce livre, mine de rien, et dès le début il y a des thèmes dans ce livre, des thèmes très distincts qui m'ont beaucoup plu. Déjà ce truc de relations familiales et de sororité, c'est un peu un capital tout de suite sympathie pour moi dans une histoire, parce que j'adore tout ce qui parle de sœurs ou de frères et sœurs. C'est bien évidemment un livre qui parle du patriarcat et de la façon dont celui-ci étouffe les femmes, les détruit, voire les tue carrément. On parle de féminisme, d'émancipation des femmes, de découverte de sa sexualité, on parle de désir d'indépendance, de désir d'avoir une carrière à l'époque où pour une femme c'est pas vraiment ce qu'on attend d'elle. On a 2 des 6 sœurs qui sont lesbiennes, enfin il y avait vraiment un bon petit cocktail pour que ça me plaise beaucoup. On a donc des éléments de gothique avec ces soi-disant fantômes qu'on ne voit pas vraiment mais dont en tout cas la mère prétend qu'ils existent. Et on a quand même droit à des scènes qui sont parfois un peu effrayantes, qui se passent surtout la nuit. Il y avait un petit côté un peu Jane Eyre dans ces rencontres nocturnes. Et tout ça, c'est écrit dans un style qui est très fleuri. On a une ambiance qui est vraiment prégnante et c'est vraiment un roman très atmosphérique. Il y a beaucoup de références aux fleurs, à la nature et à la poésie. Donc ça en fait un texte qui est quand même un peu lyrique. Qui est très lent aussi au niveau du rythme, mais personnellement ça m'a pas vraiment dérangé, du moins au début. Avec ce mystère qui plane et peut-être une espèce de malédiction qui va venir
hanter cette famille et ruiner la vie de ces 6 sœurs qui avaient pourtant si bien commencé, et qui va venir perturber ce tableau idéal, et tableau presque littéralement, puisque les sœurs Chapel ont l'air un peu tout droit sorties d'un tableau pré-raphaélite, avec leurs longs cheveux noirs, leur peau très pâle, leur rondeur, enfin... Vous voyez, c'est très très visuel. Le climax, il est atteint à peu près vers la moitié du roman, lors des 2 premières morts, des 2 premières sœurs qui arrivent assez QAQ. Cette partie a eu énormément d'effet sur moi parce que pour le coup, moi j'y ai trouvé vraiment une dimension fantastique, car les 2 premiers décès sont vraiment inexplicables et d'ailleurs inexpliqués. Et donc j'ai même pas vraiment cherché de raison scientifique, puisque pour moi la raison de ces 2 morts était surnaturelle, et ça je m'en serais parfaitement accommodée. Ces morts, elles surviennent le lendemain du mariage des sœurs. Donc la première sœur se marie, elle consomme donc sa relation avec un homme pour la première fois, et le lendemain elle rentre dans la maison de ses parents, catatonique, et là une espèce de crise de démence, de presque... on dirait qu'elle est possédée, enfin c'était vraiment une scène digne de l'exorciste, assez effrayante, assez violente, et tout à coup, bim, raide morte. Donc moi forcément, je me dis, il y a une malédiction, c'est un truc surnaturel, c'est les fantômes qui sont revenus les hanter, qui leur font du mal, je sais pas. Mais au début on n'a pas vraiment de réponse, et j'ai attendu longtemps avant d'avoir mon explication concrète, mais la réponse n'est pas venue. Et à partir de maintenant, je vais entrer dans des spoilers, donc si tout ce que je vous ai dit vous donne envie de lire le livre, peut-être arrêtez-vous là. Parce que maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans les détails pour celles et ceux d'entre vous que ça peut intéresser. On comprend très vite dans le roman que ça va continuer. Et là, ça a perdu un petit peu d'intérêt et d'impact pour moi, puisque à partir de la 3e mort, de la 3e sœur donc, j'ai commencé à trouver les réactions et les comportements des personnages vraiment invraisemblables, compte tenu de ce qui venait de se passer. Qu'une sœur décède après son mariage dans des circonstances très mystérieuses, passe encore. La mère avait prévenu que quelque chose d'horrible allait se produire et personne ne l'avait cru, à part notre narratrice. Ensuite on a la 2e sœur qui elle est peut-être un peu la plus fâchée contre sa mère, et qui a vraiment une espèce de rancœur contre elle, et donc elle ne croit absolument pas ce qu'elle dit, et elle décide de se marier elle aussi en se disant que c'était une coïncidence, ça n'a absolument rien à voir, qu'elle ira très très bien et qu'elle vivra longtemps avec son époux, et bim, le lendemain elle décède exactement dans les mêmes circonstances. Donc on peut se dire qu'à partir de ce moment-là, plus personne ne va se marier et plus personne ne va avoir de relation avec des hommes. Mais en fait si, ça continue, et je trouve pas ça très logique. On a même la 4e sœur qui est lesbienne, qui meurt également. Alors certes pas dans les mêmes circonstances, mais j'ai trouvé un petit peu dommage de la sacrifier elle aussi dans l'histoire, alors que elle a rien à voir avec ce truc en rapport avec les hommes, elle a une copine. Vu que je pensais que les décès étaient d'ordre surnaturel, d'une espèce de malédiction, je pensais que c'était inévitable. Mais en fait pas du tout. J'ai attendu jusqu'à la fin pour savoir où l'autrice souhaitait nous mener, et finalement tous ces thèmes qui me plaisaient énormément au début, je trouve qu'ils ont été un petit peu gâchés. Je trouve qu'on n'est pas allé assez loin, ni dans le féminisme, ni dans le gothique, que tout ça est resté un petit peu trop superficiel. Et ça se ressent aussi pour moi dans le fait que j'ai quand même assisté à la mort de 5 personnages, et bien que j'étais totalement consciente que cette histoire était triste, tragique, que voilà, il y avait vraiment une dimension très fataliste, très... C'était atroce, j'ai pas vraiment ressenti l'émotion moi-même, je me suis pas retrouvée émue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est trop bizarre, genre c'est comme s'il y avait une espèce de filtre, de mur entre le récit et moi. Et j'ai lu un livre il y a pas longtemps, dont je vous reparlerai dans la prochaine vidéo, où il se passe une scène avec voilà un décès, donc une seule personne. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai ressenti de la douleur physique, ça m'a atteinte. Les mots ont transcendé leur état de mots et sont vraiment, je sais pas comment dire, arrivés jusqu'à moi et m'ont transpercé. Juste pour une mort, alors que là, 5 personnes
qui meurt, et j'avais conscience que c'était triste, mais je n'en ressentais pas moi-même l'émotion. Trop bizarre. Finalement, j'ai l'impression que l'autrice a voulu raconter une histoire qui montre à quel point le patriarcat était dévastateur et destructeur, notamment à cette époque-là. J'ai l'impression qu'elle s'est dit je vais raconter une histoire hyper féministe. Si c'est du féminisme, et ben c'est pas le féminisme, c'est pas le type de féminisme qui me parle à moi. J'ai trouvé ça pas très fin. J'ai trouvé que ça manquait vraiment de couches, quoi, de profondeur, de facettes, et j'ai trouvé que c'était tellement réducteur que ça en devenait un peu daté, quoi. C'est très intéressant de montrer à quel point, et notamment à cette époque-là, les femmes n'avaient pas voix au chapitre, n'avaient pas de libre arbitre, et encore là je dis les femmes, mais on est dans une catégorie bien précise de femmes, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, blanches, extrêmement privilégiées, extrêmement aisées. Ça n'enlève rien à leur souffrance, etc. Mais ça reste une catégorie, voilà, de la population. Et c'est très intéressant d'avoir voulu montrer ça, mais c'est dommage d'avoir une histoire qui manque cruellement de nuances, où tous les hommes sont des monstres directement ou indirectement, où tous les hommes tuent les femmes qui les entourent, encore une fois directement ou indirectement. Et c'est dommage vraiment de n'avoir aucune explication quant à toutes ces morts, si ce n'est que quand ces femmes couchent avec des hommes, elles meurent. Et il y avait vraiment rien de plus, ni explication surnaturelle, ni scientifique, et on s'arrête là. Je trouve ça vraiment très bateau, très dommage, et ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je dis que pour moi ces thèmes ils ont été un petit peu gâchés, parce qu'en fait on aurait pu faire quelque chose d'extrêmement intéressant, de beaucoup plus nuancé, avec peut-être une dimension encore plus fantastique, tout en n'enlevant rien au côté réaliste de la chose et au côté tragique de cette réalité. Le soleil, là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi le point central de cette histoire, c'était ces jeunes femmes sont mortes après leur mariage, après avoir couché avec leur époux, ou juste avoir couché avec un homme parce qu'elles n'étaient pas mariées. Qu'en est-il? Qu'en est-il en fait? Mais non, elle meurt juste pour ça. Enfin, je sais pas, c'était peut-être une allégorie, hein, pour dire voilà, le patriarcat tue, mais les gros sabots, quoi, quand même. Puis c'est dommage, comme je le disais, d'aller jusqu'à sacrifier la seule autre sœur lesbienne, alors que du coup rien à voir. Donc en conclusion, même si j'ai beaucoup aimé la première partie du roman, la montée en tension, les thèmes qui étaient abordés, parce qu'au final, tant que j'avais pas la résolution de l'histoire et les explications et le pourquoi du comment, je trouvais ça très intéressant quand même, ce parti pris, ce point de vue. Je pense même qu'on aurait pu se passer de la partie en 2017 où Sylvia Iris a 80 ans et revient sur sa vie. Je pense qu'on aurait pu se contenter juste de l'histoire de la famille Chapel dans les années 50, ça aurait été largement suffisant. Et donc ouais, même si j'ai aimé toute la première partie, les relations entre sœurs, les sœurs elles-mêmes, l'atmosphère, les jolies descriptions de paysages, le côté un petit peu poétique, et la fin me laisse un petit goût amer, ouais, de pas assez exploré, de pas assez poussé, pas assez nuancé, pas assez fin. Pour moi, ce livre c'est un gros bloc de granit, un peu brut, avec plein de bonnes idées, mais c'est un bloc pas travaillé, pas poli, et plein de ces idées qui sont un petit peu inabouties et sous-exploitées et sous-explorées. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que ça aurait pu être incroyable. Je pense que j'en retiendrai quand même cette ambiance extrêmement envoûtante, mais elle sera jamais ternie par ce manque d'explication et ce... Genre, non, c'est important de parler de ces sujets, mais encore faut-il le faire avec justesse. Et là, j'adhère pas du tout à ce truc de elles ont couché avec un homme, elles meurent. Dans la démence la plus totale. Genre, à quelle heure? Non. Bon bref, je vais m'arrêter là pour la conclusion de The Cherry Robbers. C'était quand même... c'était intéressant, hein, et comme quoi il y avait des choses à en dire, des bonnes choses à en dire. J'aurais juste aimé que ce soit un peu réécrit, quoi, un peu mieux foutu. Bon, je n'arrête pas d'être coupée parce que j'ai plus d'espace sur ma carte mémoire. J'ai beaucoup trop parlé. C'est ça aussi, il faut le dire. C'est un petit 3 étoiles sur 5. J'ai quand même encore une fois apprécié de faire cette expérience qui n'a pas été catastrophique, hein, loin de là. Beaucoup de potentiel, mais
un peu sous-exploité à mon humble avis. Et je vais donc vous laisser, j'espère que ce vlog vous aura plu, même si le côté vlog est pas très présent parce que j'ai pas trop pu prendre ma caméra, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!